Bonjour à tous. Et si, en réalité, les grandes décisions qui façonnent notre monde n'étaient pas du tout prises par les gouvernements qu'on voit à la télé? C'est en gros la thèse assez provocatrice d'un écrivain, Stéphane Guéret. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble son analyse de ce qu'il nomme l'armée des ombres. Bon, on entre direct dans le vif du sujet avec cette citation, hein. Ça donne tout de suite le ton. L'auteur nous dit, en somme, qu'il faut regarder derrière le rideau, qu'il y a une sorte de mécanique secrète qui est à l'œuvre, et c'est vraiment de là que toute sa réflexion va découler. Alors justement, ces forces invisibles, l'auteur leur donne un nom bien précis. Il les appelle l'armée des ombres. Allez, voyons voir ce que ça signifie exactement pour lui. Alors voilà les définitions clés. Attention, il ne s'agit pas d'une seule et unique entité, mais plutôt d'un ensemble de groupes assez discrets. Et leur caractéristique commune, si on suit le texte, c'est d'agir en coulisses pour orienter les décisions politiques d'une manière qui leur est favorable, souvent au détriment du reste de la population. Et pour que tout ça ne reste pas trop abstrait, l'auteur ne mâche pas ses mots. Il donne des exemples très concrets de ce qu'il considère être des ombres. Alors, il cite par exemple le Forum économique mondial, le lobby qu'il appelle Big Pharma, les sionistes, l'industrie de l'armement, ou même des groupes plus, disons, secrets, comme les Illuminati. Et là, on touche à un point vraiment central de son analyse. La question, c'est comment ces ombres arriveraient-elles à leur fin? Eh bien, d'après GIS, ce n'est pas par la force brute, pas du tout. C'est en utilisant l'appareil même de l'État démocratique. C'est le lobbying, c'est l'influence sur les lois, c'est comme ça qu'elles arriveraient à imposer leur agenda aux masses. Bon, pour qu'on puisse se représenter un peu mieux toutes ces dynamiques, l'auteur a carrément mis au point un modèle. On va commencer par la première version, un cadre statique. C'est un peu comme prendre une photo à un instant T de ce champ de bataille des idées. Ok, alors décomposons un peu ce graphique. Ce modèle, en fait, il est construit sur deux axes. C'est assez simple. Sur l'axe vertical, il oppose ce qu'il appelle les élites, donc les élites, les groupes d'influence, aux masses. Et puis sur l'axe horizontal, on a la séparation des intentions. D'un côté le bienveillant, de l'autre le malveillant. Voilà, ça c'est la structure de base. Donc, au sommet de ce modèle, dans la case des élites, l'auteur met deux camps qui s'opposent. D'un côté, bien sûr, les ombres, qu'il classe comme malveillantes et qui cherchent le pouvoir. Et de l'autre côté, un groupe qu'il appelle les anarchaps, c'est le diminutif pour anarcho-capitaliste. Eux, leur but serait d'influencer les masses, mais pour les amener vers ce qu'ils nomment une civilisation du négoce et de la négociation. On a donc vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Mais attention, cette photo de la situation, elle n'est pas figée. C'est là que ça devient intéressant. L'auteur nous propose un second schéma pour montrer comment toutes ces forces interagissent en réalité, comment l'équilibre des forces peut changer. C'est ce qu'il appelle la vision dynamique. Alors regardons bien comment ce schéma a évolué. Premier point, l'axe horizontal est remonté. Ça, c'est pour symboliser que les masses sont, en nombre, bien plus importantes que les élites. Deuxième point, et là c'est crucial dans sa démonstration, l'axe vertical s'est décalé vers la gauche. Ça veut dire que la sphère d'influence malveillante est en train de s'étendre, de gagner du terrain. Et enfin, on voit ces flèches noires, elles montrent l'offensive des ombres qui poussent leur influence en direction des masses. Ou face à cette offensive, on se doute bien que l'autre camp ne reste pas les bras croisés. Alors quelle est la stratégie de résistance des anarchaps, toujours d'après l'analyse de l'auteur? Leur stratégie, selon l'auteur, elle est assez claire. D'abord, c'est une opposition frontale à toute forme d'influence de l'État. Ensuite, ils exigent le respect de ce qu'ils appellent le droit naturel. Ils vont même jusqu'à prôner la sécession par rapport à la démocratie pour se libérer de cette emprise. Et leur arme principale dans ce combat, c'est la communication. L'idée, c'est de réussir à éveiller les masses. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de son argumentation. Parce qu'au-delà de cette bataille entre les différents acteurs, l'auteur veut en fait attirer notre attention sur un élément bien plus central. Un élément qui, au fond, est commun à tous ces groupes. Le point fondamental ici, c'est que l'auteur nous dit en substance, au fond, ne nous focalisons pas trop sur l'identité de tel ou tel groupe de l'ombre. Que ce soit le groupe A ou le groupe B, leur nom importe finalement assez peu. Ce qui compte vraiment, c'est la mécanique. C'est l'outil qu'ils partagent et utilisent, tous pour arriver à leur fin. Et là voilà, la thèse finale de l'auteur, sa conclusion. Pour lui, le véritable problème, ce ne sont pas tant les conspirateurs que l'instrument qu'ils utilisent tous. Et cet instrument, c'est l'État démocratique. C'est cette structure même qui, d'après son analyse, permettrait à ces groupes malveillants de prospérer et d'imposer leur volonté. Et tout ça se termine donc sur une question finale, une question volontairement ouverte et un peu provocatrice. En suivant ce cadre de pensée, on est amené à se demander, le véritable ennemi, est-ce que ce sont les joueurs ou est-ce que c'est le jeu lui-même? Une réflexion qui, c'est sûr, a de quoi faire débattre.
Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.